Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de l'entonnoir du Bitcoin. Pour cet épisode, on a 3 thèmes principaux et un invité spécial qui est Cryptodidacte. Il y a également Julien de RGB qui va pas mal se ramener et vous allez voir, ça fait très mouvementé. Le premier sujet, c'est le Bitcoin Legal Defense Fund que Jack Dorsey de Twitter a créé. C'est un paquet de thunes qui va aider les développeurs à se défendre en cas d'attaque. Donc évidemment, on fait référence à Craig Wright et d'autres potentielles attaques étatiques face aux développeurs Bitcoin si une foulée de verbalisation venait à se produire. Vous allez voir, on n'a pas du tout les mêmes points de vue et c'est assez intéressant. Le deuxième sujet, c'est Strike de Jack Mallers cette fois qui se lance en Argentine. Chose rigolote, cette fois, ce n'est pas du Bitcoin mais bien du USDT qui se mettent à utiliser. On aura également un débat assez particulier pour savoir si finalement Strike et donc Jack Mallers est positif ou négatif pour Bitcoin et à quel point l'USDT est quelque chose de bien ou pas. Encore une fois, on a des points de vue très différents, surtout avec Julien Guiton de RGB, qui, vous le savez, est un bon Bitcoiner maximaliste toxique. Mais ça fait du bien des fois de rebalancer un petit peu tout. Finalement, le dernier sujet, ce sera l'article de Fanny sur les PTLC, où on va voir des façons de garder un petit peu plus d'anonymat ou d'améliorer le Lightning Network, sachant que là, on va aller sur une discussion très poussée techniquement. L'épisode dure 1h30 quasiment, 1h15, donc n'hésitez pas à utiliser le table de temps pour aller directement d'un sujet à un autre, sachant qu'on explique le sujet, puis les intervenants en discutent. Si jamais vous voulez participer, c'est tous les dimanches à 18h. Je vous prierai, si vous voulez bien, de liker et partager, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à Cryptodidacte d'être venu passer, et Julien, on va dire, pour son intervention un petit peu forcée. On est désolé d'avance par rapport à tous les crashs qu'il y aura dans cet épisode. Ce n'est pas de notre faute, c'est Twitter qui a pas mal de soucis en ce moment sur les spaces. Je vous adore, salut, bonne écoute et merci à vous. Bienvenue à tous dans ce 16e épisode de l'entonnoir du Bitcoin, euh, space hebdomadaire où on discute des actualités Bitcoin de la semaine. Donc aujourd'hui, le premier sujet, c'est l'annonce du Bitcoin Legal Defense Fund par Jack, anciennement CEO de Twitter et maintenant de Blocks. Donc il a envoyé un mail sur la mailing list Bitcoin Dev pour annoncer la création d'un fonds de soutien légal aux développeurs Bitcoin, Lightning Network et à peu près tout ce qui est associé. Il fait remarquer que souvent les développeurs open source qui travaillent sur ces projets sont des indépendants qui sont assez vulnérables aux attaques légales. Par exemple, celle de Faketoshi, Craig Wright, qui prend un malin plaisir à attaquer tous les développeurs de Bitcoin en disant qu'il... enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire, quoi. Et du coup, il propose, dans son mail, il propose une réponse coordonnée pour aider à défendre ces développeurs-là des poursuites judiciaires. Donc, le but de ce fonds, c'est de défendre les développeurs des procès qui concernent les activités dans l'écosystème. Et ça passe de se procurer des avocats, organiser la réponse juridique, prendre en charge les frais, etc. Et à terme, il y aura aussi une partie éducation sur comment réduire sa responsabilité par rapport au réseau et ses activités dans l'écosystème. Et un dernier petit point, c'est qu'il était remarqué par quelqu'un sur la mailing list que le nom pouvait faire un petit peu trop officiel et du coup qu'il y aurait forcément des gens et des médias pour reprendre ça et dire que c'était un fonds officiel pour défendre ses développeurs et tout. Du coup, à terme, peut-être que le nom sera changé parce que Jack a un peu approuvé cette remarque. Du coup, voilà pour la présentation un petit peu générale de ce nouveau fonds qui arrive et qui va se mettre doucement en place. Et on en parlait justement de la dernière fois quand on parlait de Log4j et puis de l'importance de l'open source et aussi le problème fondamental qu'il y a là-dedans, qui est aussi l'implication des développeurs. Et du coup, personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait des entreprises qui manquent des fonds comme ça pour venir en aide aux développeurs sur des sujets sur lesquels ils ne peuvent pas vraiment se protéger et qui peuvent leur faire perdre beaucoup de temps.
Ouais, complètement d'accord avec toi. Je suis assez impressionné. Et franchement, depuis le début de l'entonnoir, on a craché sur Jack. Il est souvent venu dans les sujets parce qu'il proposait du mining open source. Il a fait Spiral. Il a quitté Twitter. Et enfin, maintenant, il fait ça. Je veux dire, au moins, il agit, hein. On peut pas dire que Jack, il laissait pas. Et on a beau le critiquer des fois que Twitter, ça censure. euh, Par rapport à Bitcoin, ce mec, il build toutes les semaines, toutes les deux Ah, semaines, mais j'ai l'impression qu'il a un nouveau projet, quoi. Donc c'est franchement, je suis c'est- assez c'est- impressionné. c'est sûr que depuis qu'il a quitté Twitter, j'ai vraiment l'impression que c'était la libération pour lui. Il se lâche à fond, il lance plein de projets, Ouais, et puis on a il se toujours lâche dit. sur Twitter, même dans ses opinions, enfin, ce qu'il dit, tout ça, c'est Ouais. vraiment une bonne chose qu'il quitte Twitter. Et toutes les semaines, Ouais, on d'ailleurs, dit ça, on va attendre et voir qu'est-ce qu'il fait, on va attendre, on va attendre. Bah, franchement, je suis assez bluffé. bah, faut voir ce que ça donne en pratique, mais effectivement, de toute manière, Twitter, c'est une prison, c'est un peu une prison dorée, et forcément, il pouvait pas dire ce qu'il voulait, et Twitter, euh, by design, tel que c'est conçu, ne peut que restreindre hautement la liberté d'expression. Ça, enfin, faut pas s'attendre à autre chose. Et effectivement, oui, les moves sont plutôt bons. Euh, L'initiative est plutôt. Enfin, moi, je pense qu'elle est plutôt bonne. Après, la question, c'est effectivement, pour un développeur, c'est quand même très difficile de se mettre anonyme, hein, puisqu'en fait, ce qui est censé le mieux le protéger quand même, c'est qu'on ne connaisse pas ton identité. C'est quand même assez difficile, et puis au bout d'un moment, tu es obligé de plus ou moins partir. Enfin voilà, je pense que Satoshi il est parti aussi parce qu'il voulait pas, il voulait pas se faire doxer et puis après se faire attaquer, etc. derrière. Donc je pense que c'est un mal nécessaire, on va dire. Je sais pas si on peut dire que c'est un mal, mais on pourrait le voir en disant ouais, c'est encore Jack, etc. Il veut avoir la main mise. On peut le voir un peu en mode entre guillemets complotiste. Mais je pense quand même que ça reste nécessaire cette initiative pour protéger bah, les développeurs. Effectivement, comme tu disais, enfin, Craig White, Enchain, etc., ils sont vraiment ils ont d'énormes velléités. Donc je pense que c'est un bon entraînement parce que c'est des personnes qui lâchent jamais. Et donc ça va Ouais, être un bon moyen, un bon stress test, je pense. et il y a vraiment un gros risque, je pense, à travailler sur Bitcoin, étant donné que c'est vraiment un nouveau système monétaire qui vient un peu bousculer tout ce qui se passe dans le monde. Du coup, peut-être que pour l'instant, ça n'a pas encore énormément d'ampleur. Il y a que Satoshi pour attaquer les développeurs, etc. Mais on peut imaginer que dans le futur, enfin, les développeurs soient beaucoup plus target qu'actuellement. Et du coup, il y a vraiment besoin qu'ils soient accompagnés, quoi. Parce que leur boulot, c'est de dev, c'est pas de se prendre des lawsuits dans la gueule tout le temps et pas pouvoir s'en protéger. C'est sûr, juste ouais, pour compléter, se protéger, c'est une chose, mais en fait, c'est rien qu'avoir le stress, effectivement, c'est quelque chose. Voilà, le mec, il build et tout, et d'un coup, tu vois, il se reçoit un courrier ou je ne sais quoi. Alors, avec ce stress, si déjà, ils peuvent avoir un peu une sorte d'assurance juridique en quelque sorte, enfin, coordonnée, Ça, ouais, ça- effectivement. Ouais. Savoir que si un jour il y a un problème, il y a des gens pour te baquer, quoi, systématiquement. Et ouais, Fanny, si tu m'as Ouais, ouais, bah, je vous rejoins complètement sur ce que vous dites à l'instant là. Ça va mon micro juste parce que parfois nickel, nickel. les semaines passées, nickel, ça marche. Et là, ce que tu disais m'a fait penser à un truc auquel j'avais pas pensé encore, mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit déjà le pouvoir de nuisance d'un seul individu qui a réussi à s'entourer d'une horde de fanatiques et qui a réussi aussi à avoir un fanatique en chef avec suffisamment de fonds pour soutenir toutes ses lubies juridiques, qui lui permet effectivement de faire des attaques en justice à répétition parce qu'il a une trésorerie énorme pour pouvoir le financer. Mais je pense qu'effectivement, on est comment dire, c'est un peu un stress test, on est qu'au début. Et par exemple, ça serait pas absurde quand on voit aujourd'hui ce que prend Bitcoin en termes de perception du public sur le côté proof of work et du coup impact supposé sur l'environnement, bah, que ce soit attaqué par voie juridique, vu que le crime d'écocide est de plus en plus reconnu. Tout ce genre de choses, je pense que on va avoir une espèce de aujourd'hui, les critiques de Bitcoin, donc que ce soit sur plein d'aspects, s'en cantonnent à faire des tribunes plus ou moins mal écrites dans des journaux
Et peut-être que demain, ça sera par voie juridique. Et effectivement, c'est une très bonne chose qu'on ait déjà une organisation, enfin un semblant d'organisation qui commence à se faire. Et pour avoir déjà l'assurance de pouvoir avoir des gens derrière un jour, et puis aussi pour avoir les best practices, parce qu'il y a aussi des moyens d'éviter de faire trop de conneries au moment où tu contribues au code de Bitcoin, pour éviter que tu sois trop facilement attaquable par la suite. Ouais, exactement. Et justement, il l'a dit en réponse à un autre mail, Jack, que non, c'est Alex Mortas qui l'a dit, qui est un autre participant du fond. Il a dit que justement, dans le futur, il mettra en place des aides aux développeurs pour limiter leurs responsabilités par rapport au code qu'ils écrivent. Et donc, du coup, limiter leur exposition à des procès comme ça et des attaques judiciaires. Ça montre quand Yes, même que exactement. Bitcoin Ça se traduirait comment, à votre avis, ce genre de truc? Je ne vois pas très bien. C'est genre, est-ce que si le mec il commence à mettre un truc avec de la confidentialité et que derrière il dit ah, faut pas, machin, il a mis de la confidentialité. Tu crois que ce serait des trucs comme ça ou plus par rapport à des légalement, erreurs? tu le mets sous une structure. Tu vois, au lieu que le mec soit indépendant quand il écrit le code, tu fais un peu comme BTP Server. Nicolas, il est sous une structure. Bah, ça veut dire que la liability, elle peut être mise directement par Twitter. En l'occurrence, plus Twitter, mais Spiral. Et du coup, ils sont un peu protégés. Et tous les avocats, c'est les avocats de Spiral. Et du coup, le développeur peut continuer à bosser, vu que c'est ses supérieurs qui doivent se gérer tout le merdier. Enfin, je l'imagine comme ça. Est-ce qu'il peut pas avoir un risque de comment ça s'appelle de relation? Enfin, zut, Ah, de corruption aussi, bien sûr. non, non, c'est pas le terme que je cherchais, mais juste, j'ai oublié le terme. C'est le fait qu'en fait, ils deviennent ton responsable en quelque sorte, quoi. Subordination? Voilà, ouais, devient, merci. Est-ce que ça peut pas créer un risque de quoi Ouais. Bah, Si. carrément, ouais, ouais. C'est une des critiques qui est faite au funding de développement, enfin de développeurs Bitcoin par des entreprises. C'est que du coup, ces entreprises vont essentiellement fund des projets qui servent leur intérêt et leur vision de Bitcoin. Mais comment dire, pour moi, si on réfléchit comme ça, on n'avance pas beaucoup, quoi. Et c'est marrant parce que Roxy, par rapport à ce que tu dis, moi je le vois autrement. Et en fait, peut-être c'est même l'opposé, c'est-à-dire que plutôt que de essayer de donner comment dire, une protection qui soit juridique en passant par des sociétés ou des organisations, quelles qu'elles soient. À mon avis, ça pourrait plutôt prendre la forme, et je sais pas, hein, mais c'est peut-être toi qui as raison, mais moi j'avais plutôt, en lisant les mails dans la mailing list, pensé à des best practices sur comment rester anonyme, comment éviter voilà, qu'en fait tu puisses avoir une identité légale qui soit rattachée à tes contributions sur le code. Mais je sais pas si ça marche vraiment parce qu'on a vu que Cobra s'est fait attaquer alors qu'il est resté pseudonyme pendant l'ensemble du procès. Donc, je sais pas quelle est l'étendue de la protection par rapport à Bah, ça. moi, je pense qu'il faut les deux parce que vous avez raison, hein. Si Bitcoin réussit, bah forcément tous les États vont nous attaquer parce que bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc forcément, il y a des gens qui vont devoir quitter leur pays parce qu'ils ne pourront pas être développeurs en Europe, par exemple. C'est complètement normal que d'autres sociétés se mettent à les défendre et que les gens doivent bouger par pure enfin, théorie, enfin, exactement comme l'individu souverain l'explique dans le livre, quoi. Et pour Ouais, moi, ouais. les fonds et les grosses sociétés et les milliardaires qui ont plein de Bitcoin ont leur rôle à jouer, qu'on le veuille ou non, pour essayer de défendre face aux grosses entités. On arrive sur un vrai combat de pouvoir. Et moi, je suis content qu'on ait quelques milliardaires de notre côté, même si je comprends que le plebs à la fin est plus fort et va gagner. Donc être anonyme, ça marche, mais il y a des limites, comme on l'a déjà expliqué pas mal de fois. Et c'est pas le mieux, mais c'est vachement bien qu'il y ait ce genre d'initiative. Vas-y, Cryptodidacte. D'ailleurs, enchanté à Cryptodidacte, hein, grand retour. Ça fait plaisir de t'avoir. On te laisse la parole. Ouais, grand plaisir aussi d'être là. Ouais, juste, je trouve que ce fond, c'est. Enfin, je vois pas en fait qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal derrière une telle initiative. Encore une fois, le fond qui est proposé par Jax, il n'y a rien d'obligatoire. Tout à l'heure, on parlait le nom qui faisait un peu trop officiel. J'ai un peu du mal avec cette critique dans le sens où on est sur Bitcoin, on est sur quelque chose qui est décentralisé, qui est open source. Il n'y a rien d'officiel en fait. Et il y a un fonds qui a été créé. Jack a bien précisé qu'ils avaient la responsabilité, eux, de choisir les projets qu'ils voulaient défendre ou pas avec leur fonds. Mais en fait, c'est-à-dire que si on est développeur Bitcoin aujourd'hui, on sait qu'on a un outil en plus pour se protéger. Et je trouve que c'est ultra positif pour le coup. Et je vois pas grand-chose de négatif derrière ça pour le coup. Ouais. Et je pourrais te dire, en fait, faut imaginer quand même un petit peu.
comment les choses. Enfin, je pense que Fanis, il a très bien orienté la chose. C'est que entre ce qui est entre la réalité et la manière dont elle est expliquée, représentée aux yeux du grand public, ou en tout cas à travers les médias, il y a quand même une différence qui est gigantesque. Rien qu'avec le procès là, avec Craig White, ça a été. Tu vois, il suffit juste que ce soit orienté d'une certaine manière et ça diffuse une autre information. Et tu le vois gros comme une maison quand tu as des énormes tribunes sur le monde, etc., où tu as des gens qui commencent à dire, qui commencent à sortir des trucs et tout. Alors dire après, avec un nom entre guillemets officiel, commencer à dire, bon, bah voilà, il y a une structure officielle autour de Bitcoin, ça peut créer en fait ce narratif Ouais, et qui est hyper dur à débunker, quoi. Je veux dire, rien que c'est débunker des trucs ouais. évidents, genre la rich list. Hier, on s'est pris la tête avec un mec là, sur Twitter, dans un chat, parce qu'il dit machin et tout. Je lui dis, mais cette métrique, elle ne vaut rien. Et là, tout de suite, ouais, non, tu sais, tu vois, il y a des choses qui sont, même quand tu t'expliques le pourquoi du comment, malgré tout, c'est hyper dur à faire le debunk. Donc, tu vois, c'est aussi ça, et je pense qu'il faut. Rien que le nom, tu vois, ça peut être un moyen simple de pas prêter le flanc en fait à des critiques qui sont vraiment infondées, quoi. Qui est Ouais, mais didacte, il faut que tu regardes par exemple la Bitcoin Foundation et Fondation B, deux tentatives de fondation qui ont finalement n'ont pas apporté énormément et ont été même plus néfastes à un moment dans l'histoire de Bitcoin parce que ça y est, c'est centralisé, c'est d'orienter, même si c'était sur des bonnes bases, même si c'était pour aider l'éducation, ça, des fois il y a des retours de bâton. Et mais juste, pas, il y a un truc qui s'appelle le Bitcoin Association, excuse-moi, je coupe, mais Bitcoin Association qui fait vachement officiel, c'est derrière la Bitcoin SV, tu vois. Donc, tu sais, les noms un peu trop officiels, tu vois, faut. Voilà. Bon. ouais, et je voulais dire juste que c'est vachement l'aspect médiatique qui a été souligné dans le mail, de comment ça allait être interprété par le grand public et les médias. Et c'était surtout de ça dont ils avaient peur pour le côté officiel. On va laisser nos deux speakers parler. Bonjour Ardi et Stéphane. Salut les gars, il Salut. est actuellement 9h du matin ici, je suis explosé. Ouais, non, j'avais une question vite fait pour John. Je suis content de pouvoir vous rejoindre ici au Palme. J'ai très peu suivi ces dernières histoires de procès de machin, là je rattrape le train. Mais ce que je me disais, c'est est-ce que, surtout après l'expérience chinoise, tout ça ne nous dit pas au fond du fond, on s'en bat les couilles et que de toute façon, même s'il y a des gigantesques articles dans le monde, même s'il y a des prises de position des États, nous de toute façon ultra rompiches, ils ne pourront pas faire grand-chose quoi qu'il. Tu vois ce que je veux dire? Puis mitigé, d'un côté, je me dis, ouais, on s'en fiche, et d'un autre côté, je vois que quand il y a des. Alors, c'est dommage pour eux, hein, mais Wikimedia, la Fondation Mozilla, voilà, qui sont obligés en fait, d'écouter ce qui leur apporte le plus d'argent, et donc d'enlever les modes de paiement en Bitcoin, en crypto-monnaie. Je me dis quand même, on peut mettre ça de côté, mais d'une manière ou d'une autre, ça a quand même un impact en termes de perception. Donc, je sais pas. Ah oui, bah c'est clair, après il faut évangéliser, tu vois, faut pas non plus full C'est rompiche, mais quand même, moi je suis un peu 90% rompiche, tu vois, sur cette c'est histoire. quand même c'est quand même assez dur d'évangéliser. En tout cas, en France, c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez dur. Non mais de toute façon, enfin, enfin, je pense que la plupart des gens ici se rendent compte que la France a une GMI, tu vois, mais ça on le sait quoi. Enfin, on veut dire, c'est pas, c'est pas nouveau, tu vois. Alors, il y a Steph qui voulait prendre la parole depuis tout à l'heure. Vas-y, Steph. Il faut te démute en bas à gauche, c'est classique. Et pour tout le monde, likez, partagez. Et si vous voulez parler, c'est 18h sur Twitter, en bas à gauche. Ah, bon, on a perdu Steph. Et Bon, en bah, connexion. Et moi, pour te répondre, déjà, je pense, on s'en bat les couilles, mais pour le mec qui se fait attaquer, c'est pas cool. Regardez Hodl Nuts, je veux dire, il en chie depuis, ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans. C'est pas des trucs que tu as envie d'avoir. Mais en effet, on parle de ça. Même Cobra, plus récemment, enfin, je veux dire, Ouais, bien je sûr. me permets de répondre vu qu'on est sur le même sujet, mais donc Cobra, qui est le propriétaire du site bitcoin.org, s'est fait attaquer par Craig Wright et il y a eu quand même, enfin, il a perdu le procès parce qu'en fait, il a refusé de se défendre parce que pour se défendre, il fallait qu'il révèle son identité légale. Mais la conclusion, c'est que du coup, le white paper de Bitcoin a été retiré du site bitcoin.org au UK.
Et on a aussi beaucoup de développeurs qui sont partis en fait dans la dernière année, on va dire. Et a priori, on ne sait pas tous trop pourquoi, mais il y a de bonnes chances que ce soit à cause des contraintes légales qui commencent à se durcir. Donc moi, je suis chaud pour Rompiche, mais je pense qu'il enfin, quand même, faut pas sous-estimer. Enfin, c'est toujours pareil sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être trop prudent, je pense, et être trop près que sous-estimer un vecteur d'attaque. Mais Fanny, tu sais ce que c'est le contexte de Craig Wright à la base? Genre, il n'a pas un emploi, ce mec? Je sais quoi son bail en fait? Ouais, je pense que ouais, on va pas en parler maintenant, je suis désolé, c'est vraiment trop, trop, Ok, ok, trop, trop long. ok. On pourrait faire un truc dédié, voilà, mais là, c'est vraiment, on en a pour 2 heures et encore, on n'a pas bouclé le truc, quoi. Mais juste par rapport à ce que disait Fanis, et je pense pour clôturer le sujet, moi j'aimerais vous poser une question simple. Et je pense comme ça on va pouvoir dégager une réponse par rapport à ça. Est-ce que si demain il y avait eu exactement la même annonce par rapport au fonds de Jack, mais qu'en fait c'était pas fait par Jack et c'était fait par Brian Armstrong de Coinbase, comment vous auriez réagi? C'est quoi le premier truc qui vous serait passé par la tête si c'était Coinbase qui avait fait ça? Et je pense que enfin, c'est une fausse question, hein, mais ça montre un peu le, le débat, quoi. Allô, le FBI? Ouais. Joker. Mais t'as raison, ouais. C'est une question de réputation aussi, clairement. Ouais. Parce que Armstrong qui fait ça, effectivement, ça n'a pas du tout la même connotation. Et ouais, c'est une bonne question, ouais. Il faut percevoir les intentions aussi qui sont derrière, quelles sont Yes. ouais. C'est ça qu'on essaye de percevoir aussi, hein. Joker aussi. Ouais, crypto, Didac. Ouais, après, bah, très bonne question, mais il y a une différence par exemple entre est-ce que c'est Amazon qui le fait ou est-ce que c'est Coinbase qui le fait? C'est-à-dire que si c'est un individu, s'il le fait en son nom propre, en disant qu'il n'est pas soutenu par Coinbase, par exemple, t'as pas les intérêts d'une entreprise qui a un but lucratif. Donc ça change aussi beaucoup au niveau de la politique de ton fonds derrière. Et c'est pour ça que moi, quelque chose que j'avais bien aimé dans l'annonce, c'est que Jack a précisé quelque chose dès le début, c'est bon, c'était un truc non lucratif, ça on s'en doutait, mais surtout que pour le moment, il ne recherchait pas plus de fonds. Et ça, c'est intéressant parce que le fait qu'ils veuillent commencer avec des avocats qui soient bénévoles, sans chercher forcément à avoir des fonds, ça veut dire qu'ils vont avoir moins de pression, enfin moins de levier de pression contre eux aussi par rapport à tout ça. Et ça fait partie des choses que j'ai trouvé plutôt positives justement dans l'annonce faite par Jack du coup, et qui me donne plutôt confiance en la nouvelle. Non, mais totalement. Et de toute façon, je joue vraiment l'avocat du diable, hein, c'est juste pour embêter. Mais même par rapport à ce que tu dis, tu vois, le fait que, ils ouvrent pas, entre guillemets, le fonds au public, tu pourrais aussi très bien critiquer ça en disant que du coup, on n'a absolument aucune transparence et aucun recours sur ce qui va être fait. Après, voilà, c'est vraiment pour casser les couilles et jouer l'avocat du diable parce que je pense qu'ils vont faire un excellent travail. Mais c'est juste pour dire que voilà, il faut bien réfléchir à ce genre de choses. Et le fait que ce soit pas ouvert au public, ça veut juste dire qu'on n'aura aucune transparence, a priori, sur ce qui va se passer de l'intérieur. Après, j'imagine qu'ils feront des tweets, etc. Mais voilà, voilà. Ouais, après, comme toujours, c'est le début. Donc, du coup, on peut presque que saluer l'initiative. Ça se trouve, ça s'améliorera dans le futur. On pourrait peut-être, je sais pas, choisir des cases, tout ça. Et il y avait Peut-être aussi faire un autre un truc qui fonds de était, défense avec une DAO sur Ethereum. Pardon. par exemple, et aussi un autre truc qui a été souligné sur la mailing list, c'était, comment dire, la participation, les voix des participants à ce fonds dans les discussions communautaires sur les soft forks, hard forks, tout ça. Et il a été dit, par exemple, que ce serait mieux que ceux qui participent, donc typiquement Jack, Alex, tout ça, ne puissent pas prendre part à ces discussions pour possible conflit d'intérêts par la suite. Si par exemple un développeur pense pas de la même chose sur l'activation de tel ou tel soft fork, et après il est attaqué, et que eux ils se réservent le droit de choisir qui défendre, qu'est-ce qui se passerait, tu vois. Et après évidemment, c'est pas Jack qui a répondu, je crois, mais enfin il y aura des règles assez, assez précises sur ce genre de choses. Quand Je on sais pas regarde si vous avez quand on ce regarde que le bordel de Segwit, on peut se dire que effectivement, ce serait plutôt bienvenu, hein.
un développeur un peu dissident qui commence à instiller, enfin au hasard, hein. On a déjà vu ça, donc ouais. Faudrait pas que ça foute la merde là-dedans, quoi. Ouais, mais faudrait vraiment que les décisions du fonds soient totalement détachées des individus qui, qui sont dedans. Sinon, il y aurait beaucoup trop enfin, il y aurait des conflits d'intérêts qui seraient pas les bienvenus. Après, ce qu'on peut aussi espérer, normalement, c'est un fonds de défense des développeurs. On n'est pas censé en avoir besoin, on espère, même si c'est ce qu'on a dit que probablement que le pire est à venir. Mais c'est un peu différent qu'un fonds qui finance le développeur en lui-même, où là, je comprends qu'on ait des critiques beaucoup plus ouvertes sur la transparence, sur qui est derrière, d'où viennent les fonds et à quoi ils vont réellement servir ou quoi que ce soit. Moi, le fait que ce soit un fonds de défense légal et pas pour financer au quotidien un développeur fait que je suis un peu moins, par exemple, exigeant là-dessus. Et ce fonds, il pourrait être pas très transparent, il pourrait être très centralisé, il pourrait être tout ça. Moi, je me dis, c'est une arme de plus pour les développeurs pour leur dire, bah, restez sur Bitcoin et voilà, et entre guillemets un peu les inciter. Mais tant que c'est pas un fonds qui les finance au jour le jour, ça me dérange un peu moins. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais à partir du moment où il y a du soutien financier ou soutien tout court, ça revient un peu de conneries, quoi. Que ce soit de l'argent pour financer le développement ou pour défendre le développeur. En fait, c'est la même chose parce que tu peux choisir de C'est défendre la même chose. quelqu'un et pas un autre, et donc tu peux favoriser un camp, quoi. Après, je suis d'accord avec toi, je pense que overall, c'est un net positif et qu'il n'y a pas vraiment de discussion à faire. Je pense qu'ici, on est tous suffisamment méfiants vis-à-vis de ce genre d'initiative et je pense qu'on gardera tous un œil dessus. Donc, je pense globalement, voilà, pour clôturer le sujet, c'est vraiment un net positif, je pense. Ouais. Donc ouais, on va tarder à clôturer ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un, des auditeurs, a une question? N'hésitez pas, c'est le moment. Il faut appuyer en bas à gauche pour demander la parole. On va attendre un petit peu. Rien à voir, mais Space, ça bug de ouf depuis quelques semaines, hein, juste pour le dire. Parce que Ouais, franchement, j'ai l'impression pareil. que tout le monde se déconnecte, se reconnecte là. J'ai eu 3 crashs là. Ouais. 2, 3 crashs. Pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a que le host qui a épargné. Ouais, bah, c'est parce qu'ils n'ont pas de fonds de défense à 200 milliards. Ouais, les mecs. Bon, allez, go sujet 2, je pense. Je suis vraiment Alors, juste venu là pour faire 2 vannes, hein, fondamentalement. T'es le bienvenu. le prochain sujet, du coup, c'est l'arrivée de Strike en Argentine. Alors, ce coup-ci, c'est un autre Jack, c'est Jack Mallers qui a annoncé l'arrivée de Strike en Argentine. Et comme d'habitude, il a expliqué ses motivations dans un long thread sur Twitter, que je vais vous mettre dans un instant. Il dit qu'il y a une grande instabilité financière dans le pays. Par exemple, il y a une inflation de 55% cette année, il y a eu 8 crises monétaires depuis la fondation de leur banque centrale. La moitié de la population là-bas est considérée comme pauvre et très pauvre. Et à cause de la dévaluation du peso argentin, le dollar est devenu l'unité de compte principale dans le pays. Du coup, il est énormément recherché par ses habitants pour contrer un petit peu l'inflation du peso. Et le gouvernement a imposé des restrictions sur la quantité de dollars qu'un citoyen peut conserver et utiliser. Euh, il y a eu pas mal de confusion sur la version argentine de Strike, notamment parce qu'elle ne supporte pas la détention, l'envoi et la réception de Bitcoin et l'achat, contrairement aux versions US et salvadoriennes. Et ça, c'est surtout dû parce que enfin, c'est illégal pour Strike de faire de la custodie de dollars pour ses utilisateurs en Argentine. C'est pour ça que du coup, ils sont partis sur de l'USDT et ça a pas mal fait parler sur Bitcoin Twitter, parce qu'évidemment, USDT, bah, c'est Ethereum avec des frais de transaction à 30 ou 50 dollars qui peut ne pas fonctionner. Et juste pour souligner un dernier truc, c'était la même chose au Salvador.
avant que Bitcoin devienne monnaie légale. Ça fonctionnait sur du USDT et puis Bitcoin n'était pas forcément intégré. Ah si, dernière chose que je voulais dire, c'est que Jack il fait vraiment la distinction entre le protocole Bitcoin et la monnaie Bitcoin. C'est-à-dire que pour lui, Strike, c'est quelque chose, c'est une application, un service qui utilise tous les avantages du protocole Bitcoin. Et Strike n'est pas forcément égal à pouvoir détenir, envoyer, recevoir du Bitcoin, la monnaie. Et voilà pour le petit résumé. Si vous voulez vous lancer. Vas-y. Ouais, je voulais te poser une question par rapport à ça. Maintenant qu'on a Taproot, je suis un peu les gars de chez RGB aussi, les nouveaux développements sur Bitcoin. Est-ce qu'il y a des projets de stablecoin on-chain sur notre blockchain Bitcoin native qui Oui, pourraient Absolument. tu- non, mais tu vois, qui pourraient régler certains problèmes de settlement comme ça, on est obligé de repasser par du USDT, par du machin, enfin des trucs un peu pétés, tu vois. Est-ce que ça existe déjà ou pas? ouais, C'est, Omni, c'est la première. Pardon. enfin, il y a bien le Liquid, l'USDL qui est sur Liquid. Mais après, il va falloir attendre des trucs comme RGB pour vraiment avoir ces fonctionnalités-là. Enfin, la possibilité au moins de les développer. Parce que pour Il y a le l'instant, c'est projet très sur compliqué. Lightning aussi, Younes. Pardon? Il y a le projet sur Lightning qui a été financé par Jack, Gladstein et tout. Lequel synonyme? Non, tu sais, rappelle-toi, l'autre fois, ils ont lancé un grant. Tu sais, j'avais fait un trade Ouais, récap. ils ont mis 3 un grants. bounty de 1 Bitcoin pour ça, mais personne pour l'instant encore a développé ou claim. Donc c'est C'est dedans. en proposition. Ça peut pas, tu peux pas créer. Enfin, juste pour répondre à la question, en gros, en ce moment, il y a un gros momentum sur Lightning pour essayer d'arriver à créer. Alors, ça serait pas forcément la même architecture qu'un stablecoin, la même architecture que ce qu'il y a actuellement, mais l'idée, ça serait d'avoir des dollars personnellement que ça va arriver relativement rapidement parce qu'il y a beaucoup de momentum derrière. Et donc, c'est des choses qui sont en cours de préparation. N'en déplaise à John, moi, un stablecoin sur Liquid, je trouve que ça pue la merde parce que c'est un réseau fédéré. Après, par rapport à- au sujet de Lounès, moi j'ai une simple question. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que USDT c'est nul, que vu comment ça marche actuellement, c'est pas du tout optimisé. Maintenant, la question c'est est-ce que pour le petit Argentin au fin fond de l'Argentine, est-ce que c'est mieux d'avoir ça aujourd'hui que de rien avoir hier? Et pour moi, la réponse est oui. Et donc, il faut juste laisser le temps de faire un peu l'adoption, de prouver que ça marche. Donc, pour moi, voilà, même si c'est critiquable, c'est mieux que hier. Donc, encore une fois, un net positif. Ouais, pour compléter, en fait, tu peux déjà avoir des, euh, des stablecoins directement sur on-chain sur Bitcoin. D'ailleurs, l'USDT initialement était émis sur Bitcoin via un protocole qui s'appelle Omni, OMNI, qui était au-dessus de Bitcoin déjà de base. Et il y a aussi Counterparty qui permet de créer des tokens sur Bitcoin. Et donc, en fait, c'est comme ça que c'est né. Et puis ensuite, euh, USDT a bougé sur Ethereum. Et puis là, on voit qu'il est en train que les volumes en fait, du USDT sont encore plus gros sur Tron que sur Ethereum, etc. Et du coup, actuellement, effectivement, déjà, il y a pas mal de travaux pour porter des stablecoins sur Lightning. De ce que je connais, il y a trois grandes manières aujourd'hui qui sont envisagées. C'est soit avec ce qui s'appelle Omnibolt, déployer des tokens qui sont des tokens Omni dans des canaux sur Lightning. Et ça, ça marche en testnet et c'est une question de mois. Ah, on a Est-ce qu'il perdu a Fanny. crash au pire moment? Il était parfaitement lancé, c'était parfaitement clair et il a crash? Enfin, j'étais Ah. justement en train d'acheter ce qu'ils voulaient me vendre, fait chier. Non, parce que là, c'était tellement bien. Je suis deg. Bon, bah, Ouais, mais là, C'est là, c'est 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 compliqué. terrible, mais C'est ce en résumé, la réponse de Fanny, c'était Lightning Network, ce qui était peu étonnant. Mais voilà. Non, non, mais ouais. Enfin, après, je connais pas tout, mais effectivement, il y avait Omnib. Ah, L'appli a complètement crash.
Et ouais, donc ce que je disais, c'est que ça, Omnibolt, donc les tokens C'est quand même terrible Omni parce que sur ça s'est Lightning, terminé. ouais, ça existe. Et après, les autres grands moyens, c'est soit des canaux Lightning custodiaux, mais donc ça, c'est moins bien, c'est parce que voilà, c'est custodial. Et soit sinon des stablecoins algorithmiques sur Lightning avec voilà, des trucs où en gros tu te hedges en permanence Bitcoin dollar et ça te permet d'avoir au final une valeur stable par rapport au dollar. Et voilà, ça c'est Il y a des des très trucs bons. là-dessus. J'ai jamais vu. Enfin, je sais que tu fais des recherches de ton côté, mais j'ai jamais vu ça. Du coup, ouais, Ben, en fait, ça m'interroge. Bref, globalement, c'est comme ça que tout le monde pense que c'est possible de claim la grant de la Human Rights Foundation. Et personne n'a fait d'implème, mais il y a déjà eu, par exemple, sur Reddit, là, qui ont publié un petit papier qui dit, ben, nous, si on devait le faire, on ferait comme ça. Mais voilà, et ça peut être sur des DLC, mais parce que les DLC, finalement, c'est une sorte de canot particulier. Enfin voilà, il y a du travail. Et puis après, il y a RGB, donc là, on aura des stablecoins en couche 2 ou couche 3 au-dessus de Bitcoin. et on pourrait limite demander à Théo pour la prochaine fois, parce que lui, pendant 3 mois, il a vraiment étudié le sujet à fond, de faire un stablecoin sur Lightning. C'était un de ses possibles projets qu'il voulait peut-être lancer. Du Carrément. coup, il est assez calé. J'en ai déjà discuté avec lui au bar, tout ça. Ça pourrait être cool. Et sinon, ouais, il y a RGB qu'on attend, mais une fois que ça va arriver, que ça sera fonctionnel, ça sera absolument génial. Soon TM. Voilà, on le connaît. Du coup, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus Ouais, sur Strike? moi en fait j'avais lu quand même que ça avait été, enfin on avait, en fait j'ai pas complètement suivi, donc je dis peut-être de la merde, mais par rapport à l'intro que tu as faite, Lounès, moi j'avais lu après des mecs sur Twitter et des articles, enfin des débuts d'articles qui disaient qu'en fait c'était pas de l'USDT ERC20, c'était de l'USDT liquide et que tu pouvais quand même envoyer et recevoir du Bitcoin via Lightning sur Strike en Argentine, mais si ça se trouve ça a été redébunké derrière, donc je sais pas. Je sais pas. Il y a eu un trade là de Jack, mais du coup, je pense qu'il y a une confusion effectivement sur l'utilisation du wallet vu qu'il est en fait à usage quand même relativement réservé. J'avais pas l'impression qu'on ne pouvait pas utiliser, on pouvait pas recevoir en Lightning ou en Bitcoin. Je pense qu'il y a eu un truc un peu mal compris qui a été retranscrit en fait dans. C'était dans quel média? Je sais plus. Je sais pas si c'était Bitcoin Magazine ou un autre média. Je crois qu'effectivement, il y a une confusion par rapport à ça. C'était un peu chiant, en fait, c'était de dire, ouais, ok, il accepte l'USDT et sur Ethereum avec ses fees qui sont de 30 dollars, voire plus, et qu'il accepte pas, voilà, Bitcoin et Lightning. Tu sais, c'était un petit peu, en fait, venant de Jack, qui est quand même un toxic maxi, voilà, bien assumé, hein, voilà, ça serait moins emmerdant s'il n'avait pas en même temps ce même discours, quoi, tu vois, c'est un peu l'opposition des deux. Après, bon, pour le petit Injortin, ouais, on s'en fiche, ouais, effectivement. Tant que ça lui rend service, bah oui. Ouais, Florian. Ouais, ce que tu as précisé en introduction, et qui pour moi est vachement important dans tout ça, c'est le fait que Jack considère Bitcoin comme un protocole avant même d'être une monnaie. Et donc, en fait, c'est principalement sa valeur en tant que protocole qui est importante pour lui, pour son application. Et en fait, ça, je trouve ça super bien expliqué dans son thread qu'il a écrit récemment. Parce que je pense aussi qu'il y a une grande confusion au lancement de Strike en Argentine, parce que Jack n'était pas très disponible derrière. Il avait, si je ne me trompe pas, un espèce de grand meet-up, enfin un événement avec des développeurs et tout ça. Du coup, il n'a pas pu trop répondre derrière. Euh, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est que ce qu'il disait, en fait, tes USDT, qu'ils soient sur ERC20, qu'ils soient même sur MySQL, en fait, on s'en fout. C'est juste une ligne dans une base de données. Ça permet de faire des envois comme ça sans freiner rien. Mais par contre, il utilise quand même le protocole Bitcoin en dessous pour faire des transferts de fonds de Bitcoin quand tu veux sortir du wallet, quand tu veux faire certaines choses. Et ça te permet quand même d'inscrire les choses correctement, surtout dans un pays où les gens, en fait, sont non bancarisés et où, du coup, ils avaient aucun moyen de, le peso argentin, comme on dit, c'est plus possible à utiliser. Le dollar, ils ont des restrictions tellement énormes que ça devient très compliqué de s'en procurer. Euh, donc du coup, c'est vraiment la valeur de protocole de Bitcoin qui est incensurable, en fait, qui a de la valeur pour l'application là-bas.
Et je pense qu'il y a eu ouais, une incompréhension de la part du public au début, et surtout une confusion entre Bitcoin, la monnaie, et vraiment Bitcoin, le protocole. Ouais, bien dit. Bah, je suis d'accord généralement avec vous tous. Moi, enfin, j'ai quelques commentaires maintenant sur mes vidéos espagnoles par rapport à comment on utilise USDT L et on change en USDT. Par contre, j'ai une question pour vous, puisque c'est spéculé sur Twitter. La dernière fois que Strike a lancé dans un pays, c'est devenu monnaie officielle. Sachant, du coup, l'environnement économique de l'Argentine. Est-ce que l'Argentine ne serait pas le prochain pays à adopter Bitcoin? Pronostic? On a Julien qui vient de nous rejoindre en tant que speaker. Ah, beaucoup plus intéressant, parce Vas-y, qu'il va du coup, pouvoir vous répondre par rapport à RGB. vas-y, Julien, t'es puni, tu nous dis, est-ce que tu penses que... À toi de répondre. Ah bah voilà, il boude. Oh, pardon, j'ai mute tout le monde. Ouais, Euh, absolument. Quand on est beaucoup de speakers comme ça, c'est de lever la main quand vous voulez parler, comme ça on s'y retrouve et tout le monde parle pas en même temps que les Vous autres. m'entendez? Ouais, nickel. Ouais, c'est full bug chez moi, hein, désolé, mais je disais, oui, absolument aucune chance pour l'Argentine, je pense. Par contre, ce que j'ai vu récemment, là, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était les îles Tonga, un truc comme ça, qui eux ont déjà une proposition au Parlement. Mais voilà, je pense que l'Argentine n'a strictement aucune chance en connaissant un peu leur passé et la manière dont le gouvernement gère sa monnaie, je pense qu'il n'y a aucune chance. Ouais. Yamari, tu voulais prendre la parole? Vas-y. Ouais, salut tout le monde. Ayant Salut. vécu un peu en Argentine assez longtemps, et c'est là que j'ai découvert Bitcoin, pour moi, c'est zéro chance qu'ils acceptent comme monnaie officielle, parce que déjà, le dollar, c'est hyper restreint à un stade où aujourd'hui même l'USDT, pour ces gens-là, c'est une bouée de sauvetage, je pense. Et ça peut représenter un bon gateway drug en fait pour aller sur les cryptos, mais pour l'officialisation comme monnaie, c'est mort de chez mort, sauf si prochaines élections, le député là qui rêve de brûler la banque centrale et qui le dit dans son programme de fermer la banque centrale est élu. Ce qui, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être des petites chances. Ok, Trop merci bien, trop pour les cool. insights. Ouais, génial. Voilà, c'est bon. Première fois que j'utilise Space. Désolé, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je parlais dans le vide. Ouais, bon, ouais, c'est pas grave. Euh, La parole est à oui, toi. voilà. Sur l'Amérique du Sud, pour ceux qui sont intéressés, il y a la théorie du choc de, je sais plus qui, Naomi, je sais plus qui, un documentaire qui explique bien un peu les intérêts américains en Amérique du Sud au niveau économique. Et donc ça peut mettre un peu de relief sur tout ça. Mais c'est super intéressant cette discussion et ça rejoint un peu la discussion précédente sur Craig Wright, le financement, les questions de financement, la défense et un peu les stratégies qu'il y a dans tout ça, le rapport avec le fiat, du SDT et compagnie. Moi, je pense que Jack, bon, après, il faut rester bitcoiner et un bitcoiner, il est toujours dans le doute, toujours dans le doute, il est toxique et il fait confiance à personne. Don't trust, verify. Donc, que ça soit Jack ou Jack, don't trust, verify avant tout. Avant tout, don't trust, verify. Donc Jack Mallers, c'est très bien, il a développé Zap, c'est fantastique, personne l'utilise. Il veut faire Strike, il est américain. Visa a des projets sur Lightning Network et les contrats ERC20 depuis une petite année, une petite année et demie. Et je pense que les fonds qu'il a, parce que bon, Strike, ça lui rapporte rien, il faut bien qu'il ait de l'argent pour faire fonctionner tout ça. Euh, je pense qu'il est en cheville avec ce projet-là, qui est exactement le même, c'est-à-dire utiliser Lightning Network avec les contrats ERC20. C'est bien, techniquement ça fonctionne. Euh, Ethereum, ça va passer en proof of stake un jour ou l'autre. Bon, bref. Moi, je pense que justement, ce strike en Argentine, c'est un peu la réponse du berger à la bergère face au Salvador en disant bah, le Salvador c'est Bitcoin, l'Argentine ça sera le dollar américain. Après, au tout début de Bitcoin, le
l'objectif, c'était pas de buter les banques centrales, c'était de buter les réseaux de paiement de type Visa et Mastercard. Donc, quand on dit oui, Jack c'est un maxi pur et dur, etc. Non, Jack il est commerçant, on va dire, et il voit son intérêt. Et donc travailler avec des réseaux de paiement, ça l'intéresse pour sa solution Strike. Je pense pas que ça soit de l'intérêt de l'Argentine. On ne sait pas, et ça serait bien de regarder ce que disent les différents partis qui sont en Argentine par rapport à ça, en rapport avec ce qui a été fait au Salvador, parce que bon, le Salvador, ils ont un peu lancé un énorme pavé dans une petite mare en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et les gens commencent à s'interroger sur ces questions-là. On n'a pas de revue de presse sur ce sujet-là en Amérique du Sud, c'est dommage. Parce que ça serait intéressant un peu de connaître les positions des différents pays et des différents partis là-bas. Mais après, c'est des questions de financement. Et quand on parlait de la défense voilà, des bitcoiners, ou que ça soit voilà, comment on fait évoluer voilà, les réseaux de paiement, etc. Euh, Moi, j'hésitais à intervenir tout à l'heure sur le sujet Craig Wright, parce que au final, ces fonds de défense-là, c'est juste, ou mais comme Strike le fait avec l'USDT et donc un stablecoin, et donc forcément lié à une monnaie fiat, c'est donner du grain à ce monde fiat et à tout ce monde. Et je pense que c'est une très mauvaise idée dans un sens comme dans l'autre, hein, de créer un fonds de défense. Pour moi, c'est pas bien. Si on se lance dans Bitcoin, on sait qu'on risque la mort et il faut l'assumer, que ça soit la mort physique ou la mort légale. Et c'est pareil pour le reste. On va pas y faire du fiat avec Lightning Network. C'est stupide du début à la fin. Donc Jack, malheur s'il est... Après, c'est mon avis personnel, hein. J'ai le droit d'être en désaccord avec tout le monde, agree to disagree. Mais ce qu'il fait avec l'Argentine, ça lui rapporte peut-être économiquement quelque chose pour son business, mais philosophiquement, dans la stratégie Crypto-Ana ou Cypherpunk, c'est stupide. Voilà. Ah, merci beaucoup pour ton point de vue. Par contre, il y a un truc où je peux que t'embêter. Dire qu'on n'aura pas de stable et de fiat sur Lightning, c'est un peu utopiste à partir du moment où tout le monde peut construire. Personne peut t'interdire d'utiliser Bitcoin, personne peut t'interdire de construire sur Bitcoin. Donc il y a bien quelqu'un qui va le créer, surtout si le marché est derrière. Oui, mais ça, N'en déplaise au Maxi Toxic. mais j'ai aucun problème là-dessus, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je vais pas empêcher Malheurs de faire ce qu'il a envie de faire. Ça, non, permissionless, le mec il fait ce qu'il veut. Par contre, je dis c'est du fiat. Donc ça reste du fiat. Donc ça reste dans le monde fiat et ça reste soumis Ouais, à ce truc-là. sur RGB, sur RGB sera pareil, je veux dire. Bah, oui, après les projets de stablecoin sur RGB, moi j'attends de voir venir parce que après, est-ce que c'est réellement l'intérêt? L'intérêt de RGB, c'est plutôt le côté extrême confidentialité et donc bah, extrême protection de la vie privée, etc. Et donc on peut transacter toute sa monnaie et tous ses actifs sur un réseau de manière secrète. Euh, RGB, je pense pas qu'il soit bien accueilli. Si je me mets à la place de Visa, je suis très content de travailler avec Jack Mallers. Par contre, je ne travaillerai jamais avec Maxime Orlovski. Ouais, intéressant. Fanny Sudgeon, j'ai essayé de vous accepter, mais franchement, ça bug énormément Space. Désolé pour tous les viewers. D'ailleurs, si vous avez eu des décos régulières, ce n'est pas notre faute. Hop, j'ai Allô? réussi à rajouter Guillaume. Oh, putain, mais ça bug, c'est insupportable. Bon, en tout cas, merci pour l'intervention, Julien. Juste pour le. Je suis pas trop d'accord pour le fond de défense là.
on sait bien qu'on est dans un monde fiat et ceux qui font partie de ce monde fiat vont à tout prix essayer d'attaquer les développeurs de Bitcoin. Donc je pense quand même qu'il faut utiliser les outils du monde fiat pour s'en protéger. Ouais. Et Luna, ça c'est un petit peu la même logique de si le monde va dans le chaos, est-ce que tu vas dans le chaos avec? Genre aujourd'hui, si tu veux gagner, tu prends de la dette. Tu prends le plus de dette possible, tu t'endettes au maximum et tu vas gagner dans un monde fiat. Est-ce que c'est éthiquement correct? Non, mais c'est le meilleur move à faire dans un monde qui va à la dérive. Bah, un peu, c'est la même idée. C'est est-ce que tu devrais jouer dans leur jeu ou alors Non, dire non et partir je, créer ton monde? je suis pas Non, mais d'accord. qui est attaqué? Qui sont les développeurs attaqués? On parlait de Cobra. Cobra, je suis désolé, dans les bitcoiners, il est pas, il fait pas consensus. C'est Non, clair et il net. Et il y a plein de n'y a développeurs. pas que Il y a Cobra, hein. plein de Il y a développeurs. Il y pas a plein de développeurs Bitcoin qui ont posé 3 lignes de code juste pour marquer sur leur CV développeur Bitcoin. Mais sachez que la majorité des développeurs Bitcoin qui ont posé des lignes de code intéressantes, ils sont anonymes. Je vais dire Greg Maxwell, quand il continue à committer à Bitcoin, mais on ne sait pas que c'est Greg Maxwell. Et en fait, la majorité des développeurs Bitcoin qui sont un peu couillus, ça fait longtemps qu'ils sont anonymes. Donc les petits qui disent ah oui, moi je veux avoir un Bitcoin dans mon CV, qui se fassent attaquer, moi je m'en fous. Bah, finalement, ils servent de bouc émissaire et de cible, donc on devrait les Ah remercier. oui, mais après ils l'ont choisi, ils veulent avoir la fame d'être développeur Bitcoin, tant mieux pour eux. Moi je veux pas avoir la fame de développeur Bitcoin, donc moi dans le code Bitcoin, j'ai jamais déposé aucune ligne. Qu'on sache. Non, mais il y a Bitcoin Core, il y a tout ce qu'il y a autour de Bitcoin. Et puis, je sais pas, rien que le fait que Bitcoin Core, le site, ils ont retiré le white paper. Enfin, je sais pas, ça devrait interpeller. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour que, à un moment donné, il y ait quelque chose de plus sérieux qu'on prenne un peu Non, mais au sérieux? il y a rien eu de retiré hein. Au UK, tout le monde peut lire le white paper Non, Bitcoin. je parle pas de Bitcoin.org, je parle de Bitcoin Core, le site qui existe, qui avait le white paper, qui a été retiré au même moment, mais ça, tout le monde s'en fout, hein, le site Bitcoin Core. Pourtant, il y a les releases, etc. Je sais pas. À un moment donné, peut-être qu'on peut mettre ça de côté, et peut-être qu'à un moment donné, enfin, enfin, cette personne, elle arrêtera jamais, et puis je pense que c'est le hurdle, quoi. Donc effectivement, enfin, il faut être anonyme, mais je pense que c'est probablement pas suffisant, tu vois. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Et il faut pas que ce fonds, il oblige les développeurs à sortir de l'anonymat non plus, tu vois. Si c'est ça, bah, c'est un vrai problème. Ah, mais là, je suis complètement d'accord. Mais après, un fonds défense, et c'est Blockstream a fait pareil, c'est-à-dire Blockstream, ils ont pris des brevets sur Bitcoin, Lightning, pour éviter le pattern trolling, c'est-à-dire des boîtes qui prendraient des brevets bidons pour que toutes les boîtes qui utilisent Bitcoin soient obligées de payer des fees là-dessus. Après, après c'est ah oui, mais c'est mettre de l'eau dans son vin. Moi, je mets pas d'eau dans mon vin. Pour moi, ce monde fiat, ce monde des gouvernements, ce monde des nations, genre, voilà, moi, je considère le cyberespace comme indépendant, donc je vois pas dans quelle mesure ils auraient un quelconque extraterritorialité de leurs droits, sachant qu'ils ne peuvent pas avoir le monopole de la coercition et de la violence dans le cyberespace. C'est stupide. Après, je reviens à des concepts peut-être un peu basiques, mais moi, le procès UK de Craig Wright, pour moi, c'est rien, quoi. Enfin, même pourquoi on en parle, en fait. C'est le mieux, ça serait de pas en parler, parce que même là, on en parle, on l'affiche, on dit son nom. Ce mec-là, il faut même pas dire son nom. Il est cramé de tous les côtés, c'est vérifiable sur Internet. Même sa mère, elle a fait une interview où pendant une demi-heure, elle a raconté que c'était un menteur fini et qu'il fallait pas lui faire confiance. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et après, d'où est-ce qu'il tire ses fonds pour sa défense? Là, ça interroge, ça interroge. De la même manière que d'où est-ce que la défi Ethereum tire ses fonds, on a des informations. Après, quand il y a des développeurs Ethereum qui nous disent qu'ils travaillaient avec JP Morgan avant même le lancement de leur réseau, ça interroge. Regardons un peu Blight Masters, regardons un peu tous ces gens-là. Bitcoin, c'est un énorme caillou dans une toute petite chaussure de pas mal de gens, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour toutes les stratégies possibles pour l'empêcher. Craig Wright, ça fait en fait partie. Strike,
Franchement, moi, ça me plaît pas. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et juste, moi, je considère pas du tout, du tout ces choses-là. Pour moi, c'est juste, faut même pas en parler. La seule chose qui est intéressante, c'est le Bitcoin, son code, le protocole, et c'est tout. Les gens qui y participent, on s'en fout qu'ils soient anonymes. Le but, c'est d'avoir la possibilité de l'utiliser, dans tous les cas, partout dans le monde. Et c'est ce qui arrive, mais ça, on n'en parle pas. On parle en Argentine, les gens, ils utilisent Bitcoin, ils n'utilisent pas Strike. En Argentine, les gens, ils utilisent Bitcoin. Ils vont pas utiliser Strike avec l'USDT, c'est clair et net. Donc, Ouais. c'est une bonne initiative commercialement parlant, relative au monde fiat. Mais en Argentine, comme tout en Amérique du Sud, comme en Afrique, etc., les gens, ils ont des bitcoins. Ils n'ont pas des USDT sur Lightning Network connectés à un RC20 à la con, etc. Ça, c'est pour les gens qui seraient un peu riches, ceux qui veulent trader. De la même, de toute façon, le stablecoin, ça sert à quoi? Ça sert à faire de la spéculation sur la défi. À quoi ça sert d'autre? Est-ce qu'on peut payer dans un magasin en USDT avec Lightning? Non, on pourra jamais. Carte bancaire, carte EMVCO, là, Mastercard, Visa, ils font mieux. Donc pourquoi on utiliserait ça? Non. Voilà, on fait de la publicité par rapport à des sujets. Et c'est pour ça que je suis intervenu ce soir, parce que j'ai vu les sujets. Je fais, oh là là, il va falloir que je mette un petit peu mon grain de sel un peu poivré. Parce que moi, je suis pas chaud pour tous ces trucs-là. On te remercie. Par contre, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Les Argentins, ils n'ont pas attendu Strike pour commencer à se barrer sur Bitcoin, hein. Moi, ça fait Oui, on est des années que d'accord. mes potes argentins, quand j'étais au Chili, j'avais pas mal de potes argentins. Ils m'ont demandé, et puis ils ont tous des Bitcoins. Parce que c'est pas quand l'inflation est à 55 que tu commences à en acheter. Tu en achètes quand l'inflation elle est déjà à 5, 10, 15, 20. Donc, ouais, moi, c'est très commercial, très marketing. Mais la réalité, Guillaume, c'est OK, peut-être que c'est mieux pour l'Argentin lambda aujourd'hui d'avoir ça que pas l'avoir, mais il avait plein d'options avant, après, et sa meilleure option, c'est simplement d'acheter du Bitcoin. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et il y a assez de plateformes d'achat là-bas pour pouvoir en acheter. Il y a des ATM également, et il y a un vrai marché de pair en pair qui se développe en Amérique centrale, enfin en Amérique du Sud. Donc Strike, c'est un peu pas forcément la meilleure des solutions Oui, oui, pour eux. je suis complètement d'accord avec vous sur l'aspect marketing. Et on a deux personnes qui voulaient intervenir. Vas-y, Bitcoin Nomade, si tu veux intervenir. Et sinon, l'autre, c'est Nouf Smith. Étoile cacahuète? Étoile cacahuète. Non, éclair cacahuète. Étoile cacahuète. Bah justement, Vas-y. bonjour. Étoile Salut. cacahuète, parce que j'ai mis la cacahuète parce que Jack Mallers, à l'occasion de de son intervention en face du FMI, je sais pas si vous l'avez vu, avec son pull rose. Je sais pas si Non, vous ça me l'avez dit vu, rien. ça dure 40 minutes où il présente Strike devant le FMI, donc c'est pas mal déjà, au niveau de la crédibilité de Bitcoin, ou pour expliquer le concept de envoyer des sous avec Strike à travers Bitcoin, le réseau. Il fait des comparaisons avec des cacahuètes, où les cacahuètes, c'est des bitcoins qui se promènent, mais qui se promènent simplement comme rail, disons, comme support de l'argent qu'on envoie. Alors, je voulais demander à, à Clown World, et je ne sais pas comment tu t'appelles, qui est intervenu tout à l'heure. Julien. Salut Julien. Et je m'appelle Stéphane en fait. Ouais, mais Si... je suis anonyme, hein, t'inquiète pas. Pareil. Si tu es content ou pas que Bitcoin soit monnaie légale à El Salvador, et si tu penses que Jack Mallers n'ait aucun rôle dans cet événement historique. Jack Mallers, c'est celui qui a fait l'annonce à Miami avec Bukele sur mettre Bitcoin en tant que monnaie légale du Salvador. Et en fait, les deux se sont servis l'un de l'autre. Jack Mallers s'est servi de Bukele et Bukele s'est servi de Jack Mallers. Bukele il s'est servi de Jack Mallers parce qu'il avait besoin d'une plateforme de communication très large. Et le mec, il a réussi son coup. Bitcoin, il y avait 12 000 personnes. C'était vu dans tout le monde de Bitcoin. Et donc, Bukele, il a fait passer son message. Bon, bah maintenant, Bitcoin, ça sera une monnaie légale au Salvador.
Après, Jack, bon, qui nous chiale devant nous, sérieusement, c'est un Américain, c'est un bon acteur, Hollywood, tout ça. Mais il pousse son projet. Pour moi, je comprends pas pourquoi, en rapport avec Bitcoin, il y a plein de sociétés à monter, etc. Euh, bon, bah, qui fassent du réseau de paiement dollars. Euh, bon, oui, ça lui sert en plateforme de communication, mais je pense que dans tout ce jeu politique, le grand gagnant, c'est pas Jack Mallers, c'est Bukele. Après, le côté Argentine, bon, bah, pourquoi, pourquoi l'Argentine? En fait, la question, c'est pas de faire un réseau USD ou USDT en Argentine. La question, Ok. Ah, On a on a eu perdu. un Mais crash. moi, là, enfin, ce que alors, disons que ce que nous tous voulons, c'est que Bitcoin progresse dans le monde. Et avec Jack Mallers, on a vu que Bitcoin trouve des moyens qu'on n'avait pas pu imaginer il y a quelques années pour s'enfiler, même si dans le cas présent, il s'agit du Lightning Network qui naît, comme on sait, de Segwit, qui est le premier hard fork soft fork pardon, de Bitcoin, et qui démontre d'ailleurs le potentiel du Bitcoin d'aller dans tous les sens, dans le bon sens du terme, au niveau du développement et de la programmabilité de la monnaie. Mais à mon avis, le fait que Bitcoin s'infiltre à l'intérieur du monde fiat, c'est plutôt positif. Parce qu'on ne peut pas penser que Bitcoin devienne la nouvelle monnaie de référence mondiale, comme ça, tout d'un coup, du jour au lendemain, ou après. Non, mais le risque, c'est que du coup, ça se fasse capturer par l'ancien monde et qu'il n'y ait pas assez de gens qui finalement fassent attention. Et je pense qu'il y a un vrai risque que Bitcoin rate justement à cause du monde fiat. Alors que si tu n'avais pas ce monde fiat et tu créais une économie circulaire où on disait fuck le fiat, on n'en a pas, les bitcoiners c'est entre bitcoiners, on a notre clé, notre nœud et on s'envoie qu'aux gens qui don't trust verify, le réseau serait beaucoup plus fort. Donc moi je peux comprendre la critique en disant que finalement le marketing et les grosses annonces et le pognon de Wall Street peut avoir un effet négatif sur Bitcoin si on n'est pas assez résilient. Alors je pense qu'on est bon, je pense qu'on n'aura pas ce problème, mais c'est un argument qui se défend, je trouve. Ouais, faut faire Il est de attention, retour, c'est donc je vrai. vais le laisser répondre. Non, je oui, dis, c'est vrai oui, Oui. qu'il faut faire très attention à ne pas se faire phagocyter, mais le risque de phagocytation est quand même limité parce que l'idéologie de base est complètement à l'opposé l'une de l'autre. Ok. Et vas-y, Julien, réponds et après on passera au dernier oui, sujet parce que ça termine. ça a coupé. J'étais en train de regarder en l'air. Donc tout a planté sur les spaces comme d'habitude. C'est quand même étrange que nos spaces fonctionnent aussi mal. J'imagine qu'il y en a d'autres qui fonctionnent beaucoup mieux. Euh, j'ai pas grande réponse là. Je me suis reconnecté de ce que j'ai entendu. Je pense que mon message est passé. Il y a des gens qui veulent faire des affaires dans Bitcoin. Moi, j'en fais, hein. J'ai une société. J'essaie de monter voilà, ma banque tranquillement. Euh, je fais aucune concession et donc c'est d'une difficulté maximum. Quand Jack Dorsey, quitte Twitter et nous raconte un peu sa vie avec les ventures capitales, les VC, en nous disant que voilà, c'est un peu l'enfer. C'est très difficile pour les entrepreneurs dans le monde actuel, surtout dans un monde fiat qui est en inflation flagrante. C'est extrêmement difficile de faire son chemin quand on ne veut pas faire de concessions, parce qu'il y a toujours un VC, un acteur, etc., qui dit ah bah, ton projet est cool, je veux investir, et une fois qu'il investit, je suis au board, et une fois qu'il est au board, il dit bah non, on va pas faire ça, on va faire autrement. Et donc c'est difficile de pas faire concession. Après, c'est vrai qu'on a raison de dire oui, bah, le Bitcoin est tellement à l'envers de la doxa fiat traditionnelle qu'on va réussir. Et oui, le projet Bitcoin, il est déjà réussi en fait. Bitcoin on-chain, ça marche, Lightning Network, ça marche. Il y a d'autres protocoles qui fonctionnent très bien.
voilà, on a une monnaie anonyme et personne ne peut rien y faire. Mais après, quant à avoir des entreprises commerciales qui font du bénéfice dans ce milieu-là, c'est très difficile parce que les acteurs qui sont les fournisseurs de liquidités dans le marché, et on le voit très bien dans le monde Ethereum, sont pas très, on va dire, pas très chaudes pour avoir ce type de système-là. Même s'ils savent qu'ils ont perdu, mais après le système fiat est d'un court-termisme absolu et le système Bitcoin est d'un long-termisme absolu. C'est des visions qui s'opposent. On sait que c'est le long terme qui s'impose au court terme, forcément. Mais après, voilà, l'appât du gain, qui est le biais humain de base, l'aversion à la perte et l'appât du gain. Jack Mallers, je pense qu'il s'est fait prendre dans un truc où négocier pour le stablecoin, voilà, le but du stablecoin, c'est la spéculation. C'est juste pour les gens qui veulent pouvoir acheter, vendre sur différentes DEX ou SEX leur truc pour faire de l'argent. C'est à destination de la spéculation. Ces choses-là, c'est pas à destination de l'Argentine et des gens qui pourraient acheter leur truc. Le McDonald's, Starbucks et compagnie, au Salvador, ils nous ont prouvé qu'ils étaient tout à fait en mesure de recevoir du Bitcoin. Euh, voilà, moi je pense que Jack Mallers, il a des fonds, des gens qui voudraient répondre, faire la réponse de la bergère au berger face au Salvador en disant oui, le Salvador, Bitcoin c'est bien, mais on est capable d'avoir une réponse. Regardez, on peut payer en dollars par ces nouveaux réseaux, quitte à faire en sorte, et c'est bien un des points qui est super intéressant sur cette question, c'est qu'ils sont en train de rendre le dollar électronique anonyme en Amérique du Sud parce que on leur laisse pas le choix. Ok, nickel. Bon, merci beaucoup. Fanny, Lounès, je te laisse aborder le sujet 3. Ouais, il y avait Guillaume qui voulait intervenir, mais bon, comme il a crash, on va passer à la suite, hein. Et du coup, on va changer un petit peu complètement même, parce que aussi on va parler un petit peu technique avec les PTLC. Et ça va être Fanny qui est revenue, qui va nous parler un peu de ça. Merci Fanny. Sachant que nos spaces durent 30 minutes, en théorie. Hein. C'est important de préciser ça. On a changé, c'est 30 minutes par sujet maintenant. Ah ok, cool. Non mais c'est une blague. Vas-y, Fanny. Yes, merci. Bah ouais, du coup, voilà, 1h10 après le début, je vais essayer de rester aussi simple que possible. Mais effectivement, j'ai publié hier un petit article qui prend un petit quart d'heure, enfin un bon quart d'heure à lire sur les PTLC. Ouais, je veux bien que si l'un d'entre vous peut partager dans le space, c'est top. Merci. Ouais, je vais faire ça. Yes, merci beaucoup. Et en gros, les PTLC, c'est un moyen de donner un peu plus de confidentialité aux transactions sur Lightning, parce que on peut penser que les transactions sur Lightning sont déjà pas mal confidentielles, parce que notamment on a ce qu'on appelle le routage en oignon, qui est que quand une transaction passe par plusieurs nœuds dans le réseau Lightning, et ben, chaque nœud intermédiaire n'est pas au courant de l'émetteur du paiement et de la destination. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qui lui a envoyé le paquet juste avant et à qui il doit l'envoyer ensuite. Et donc, en fait, il ne sait pas si c'est ce nœud avant et ce nœud après, c'est l'émetteur du paiement et le destinataire, ou si c'est juste d'autres nœuds intermédiaires sur la route du paiement. Et donc, c'est ce qu'utilisait aussi typiquement dans Tor, etc. Et donc, ça, c'est vachement bien niveau privacy. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on utilise traditionnellement pour s'assurer qu'on puisse passer par des nœuds intermédiaires pour router un paiement dans le réseau de manière trustless, donc sans confiance, c'est des paiements conditionnels. Donc, c'est-à-dire c'est des paiements qui vont être débloqués uniquement si la personne qui doit le recevoir révèle un secret bien particulier. Et donc actuellement, on utilise ce qu'on appelle les HTLC. Et le petit bémol de ce système, c'est qu'en fait, donc on a un HTLC pour chaque
intermédiaire dans le paiement. Mais par contre, tous les HTLC sont déverrouillables avec le même secret. Et ça veut dire que si un attaquant qui voudrait essayer de déanonymiser l'émetteur et le récepteur du paiement a plusieurs nœuds sur la route, euh, mais que en fait personne ne le sait, que c'est la même personne derrière les deux nœuds, et ben il peut, en voyant qu'il reçoit un endroit HTLC avec un secret donné et un autre endroit un HTLC avec le même secret, ben, il sait du coup que en fait Ah bon, on a perdu Fanny. Ah putain, mais c'est. Voilà. Peut-être que Et je du peux coup, peut-être essa- je ouais, peux vas-y, peut-être essayer continue. de faire la suite. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que, enfin, pour compléter, effectivement, un attaquant qui arriverait à, à créer des nœuds dans le réseau. Ah bah vas-y, continue. Excuse-moi, je voulais prendre le relais, mais vas-y. ouais, merci John. Bah, je pense que Monsieur Agrawal ne veut pas que je parle de Bitcoin. Ne veut pas qu'on parle de Bitcoin. Ah, bah, il a Il est relâché. reparti, t'es parti, John, vas-y. Au pire, Bon, allez, c'est reprends, reparti. John. Oui, donc un attaquant qui arriverait à créer plusieurs nœuds à des endroits stratégiques du réseau pourrait en fait, essayer de déterminer par probabilité enfin, où est le destinataire et la source et la source du paiement. Donc ça, c'est le fait que dans les HLC, on réutilise la préimage à chaque saut. Et donc, alors pour faire très simple sur les PTLC, plutôt que d'avoir une préimage qui soit toujours la même, c'est une préimage qui sera en fait qui est différente entre chaque saut. Et donc, on ne peut plus déduire de la même manière. On ne peut pas essayer de déterminer par probabilité qui est le destinataire et qui est la source du paiement. Je pense que En attendant que Fanny se reparle peut-être, sachez que si jamais ça vous intéresse, il a fait une Test. formation disponible sur sa chaîne YouTube, le site internet ou le Teachable. Voilà, donc c'est expliqué, vous allez mieux comprendre ce qu'on veut dire par ces ouais. termes un peu Si on barbares. veut comprendre effectivement ces principes de HTLC, etc., c'est dans sa vidéo. Parce que sinon, c'est quand même assez compliqué de comprendre en fait cette histoire de paiement conditionnel. Dans son article, c'est plutôt bien expliqué, mais reprendre la base, Question effectivement, sur des coûts de Bitcoin. c'est pas du tout inutile, au contraire, quoi. Il n'est pas revenu encore? Ah, si. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça y est. Oui. Ah, nickel, C'est parce que bon. j'ai pas la petite animation. Ah, ça y est, c'est en train de venir. Ouais, merci John pour avoir repris l'explication au pied levé. C'est top. Du coup, ouais, je m'étais juste arrêté sur le fait que les PTLC, contrairement aux HTLC, n'avaient pas une préimage sur tout le long du chemin, mais étaient en fait à chaque fois différentes entre chaque saut. Et puis Yes. c'est tout parce que je suis incapable d'expliquer la suite qui est bien trop complexe pour moi. Ouais, mais je pense de toute façon, un space, c'est pas forcément le meilleur endroit pour l'expliquer parce que, en fait, après, là, enfin, il y a comment est-ce qu'on arrive à le faire et donc là, ça implique de la cryptographie de courbe elliptique. Mais en gros, l'idée générale, voilà, c'est bien de faire en sorte de ne pas réutiliser le même secret, mais que, en fait, chaque nœud, quand il apprend le secret du nœud qui est après lui dans la route, bah, ça lui permet de trouver le secret qu'il va pouvoir révéler au nœud qui est avant lui dans la route, de manière à récupérer son paiement conditionnel à lui. Et donc comme ça, on va pouvoir résoudre en cascade les paiements conditionnels, mais avec un secret différent à chaque fois. Et voilà, ça c'est intéressant parce que c'est en cours d'implémentation là dans Lightning. Enfin, ils sont en train de discuter l'implème. Oui, oui, oui. Donc je pense que ça viendra petit à petit. D'ailleurs, j'ai deux questions, Fanis, là-dessus. Euh, c'est super intéressant ton article, PTLC, je suis ça depuis très longtemps et moi ça me donne des érections, PTLC. Est-ce que à quel bolt c'est lié? Est-ce qu'ils sont en train déjà de travailler sur les bolts là-dessus pour l'implémentation? Donc ça c'est une première question. Et la deuxième question c'est est-ce que tu vois un jour la fin du Gossip protocole, notamment donc avec les PTLC et avec le hand-routing? Ouais, Non, mais arrête, Julien, c'est quoi ces questions? Mais tu t'imagines même pas, quoi. Euh, pour le Bolt, je sais pas honnêtement. En plus, je sais pas s'ils ont. Enfin, moi, ce que j'ai vu passer, le dernier truc que j'ai vu passer, c'était
Bastien Teinturier qui relançait la discussion parce que quelqu'un avait proposé avant un moyen d'implémenter les PTLC, mais qui nécessitait de reprendre pas mal comment dire, le protocole d'échange de messages pour tout ce qui est paiement. Bastien lui a proposé une version qui permet de pas tout reprendre et pas tout refaire avec de nouveaux messages, etc. Je soupçonne quand même, vu comment les bolts sont faits, que ça va toucher à plusieurs bolts. Euh, Quoique, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais même pas s'ils ont déjà, s'ils en sont à ce stade-là. Et, euh, et après, ta deuxième question qui est, qui est, euh, qui est énorme. Enfin, je sais pas. Honnêtement, aucune idée. Faudrait que je creuse encore davantage en plus end routing pour pouvoir répondre vraiment de manière éclairée à ta question. Mais ça sera, enfin, c'est Oui, prévu que je le oui, fasse. C'est sur tu super systémique, hein, quoi. écriras un article sur le hand routing, oui, je le sais. Voilà. Non, mais juste, je peux dire que c'est super, enfin, c'est super systémique pour le réseau, quoi. Ouais, Ça complètement. change complètement tout, quoi. Et du coup, Alors que trampoline, c'est pas si mal, hein, Julien. Non, 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 je vais pas te lancer dedans, là. est-ce qu'il y a des avantages hors privacy au PTLC? Ouais. Ouais, Il y il y en a. a. Ah, excuse-moi. Il y Non, en a un vas-y. autre, ouais. Vas-y. Non, Je non, t'en prie. bah vas-y, toi. Non, moi Bon, j'allais d'accord. juste dire que. Vas-y. Non, je veux dire, c'est que pour un paiement donné, quand tu as un paiement qui est bloqué sur Oh, on a perdu John, moi, vas-y, Spanis. Rip John, désolé. Ça permet. Enfin, en fait, il y a un autre problème aussi hors privacy dans le fait que si tu as plusieurs nœuds sur le réseau, tu peux ça, c'est le même secret à chaque fois avec le HTLC, c'est que tu peux bypass des nœuds intermédiaires sur le réseau. C'est-à-dire que tous les nœuds qui sont entre. Si tu as deux nœuds sur la route qui sont à toi, tous les nœuds qui sont au milieu, bah, tu peux les bypass Oui. en transmettant directement le secret de ton nœud A à ton nœud B. Et du coup, tu vas gratter leurs frais de transaction parce qu'eux, ils sont pas au courant que tu les as bypass. Et du coup, tu prélèves tous leurs frais à leur place. Et puis, j'ai vu aussi, il y a Subreddit là, qui ont fait une bonne série d'articles qui datent déjà d'il y a 1 an et demi, je pense, sur le sujet où ils expliquent d'autres applications. Alors, j'ai pas encore creusé, donc je vais pas en dire plus et j'invite tout le monde à lire ces articles-là plutôt. Mais en gros, ça pourrait avoir des applications dans tout ce qui est escrow, donc escrow, le terme en anglais avec un W, donc je sais même plus comment on dit, enfin intermédiaire de, voilà, pour gérer un paiement le temps qu'il soit settle, ce genre de choses. Je sais pas si, Julien, peut-être t'as sûrement d'autres cas d'usage en tête, peut-être aussi. Pour le PTLC, Ouais, de manière plus Ouais. générale. moi, le seul cas d'usage que j'ai en tant que cypherpunk, c'est de protéger la vie privée. Moi, je refuse toutes ces statistiques et ces maps, ces espèces de cartes du réseau Lightning qui montrent un peu toutes les liquidités qui sont en place, etc. Moi, je veux couper court à tous ces trucs-là. C'est pour ça que je parle de la fin du protocole Gossip. C'est pour ça que j'aime beaucoup PTLC. C'est pour ça que j'aime le hand-routing, parce que ce sont des technologies qui permettent justement d'obfusquer complètement toutes ces informations-là et les retirer du domaine public. entre routing, ça supprime pas, ça supprime Gossip. C'est une question, hein. Euh, le hand-routing, c'est en fait, ça utilise la face pair à pair du réseau Lightning, mais en fait chaque intervenant, chaque nœud transmet des demandes de route, on va dire, sans savoir d'où elles viennent ni où elles vont. Et donc, en fait, ça permet d'enlever l'information de demande de route et de fourniture de l'information sur une route au travers d'un réseau. Ça, c'est basé sur les fourmis, hein, clairement, où les fourmis, entre elles, se passent des phéromones. Et la fourmi qui passe le phéromone, elle a aucune idée, celle qui est au milieu, elle a aucune idée de où est la bouffe et où est la fourmi. Bon, on a reperdu Julien.
Mais du coup, on va pas tarder à Catastrophe, clôturer hein. parce que Ouais. ça bug beaucoup et puis ça commence à devenir vachement technique pour les auditeurs. Bon. Du coup, est-ce que quelqu'un va intervenir ou a quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Hop, Il aurait pu souffler dans les bronches de certaines personnes. Mais voilà, le hand routing, ça permet de faire comme les fourmis. Et les fourmis, elles savent pas trop qu'est-ce qui se passe au niveau de la source de nourriture et où est-ce que se trouve la fourmilière. Elles le savent pas. Elles sont juste en train de suivre des phéromones. Et ça reprend un peu ce principe-là. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ça ne divulgue pas les informations. Le protocole existe depuis un moment. J'ai essayé de pousser ça chez Lighting Labs. J'ai essayé de pousser ça chez A5, mais ils ont déjà Trampoline, donc et ça leur apporte de l'argent. Donc, et je suis pas sûr qu'ils soient incités économiquement à le faire. Mais c'est des choses qui sont intéressantes pour préserver justement la vie privée et enlever du domaine public tout ce qui est relatif à Light Network. Tout ce qui est balance, tout ce qui est routage, tous ces trucs-là. Oui, ça leur rapporte rien. Attends, au contraire, en plus, s'il était vraiment utilisé, euh, ça ferait concurrence justement à leur propre nœud, quoi. Bah, bah, après, le trampoline, c'est un service où tu as déjà des routes entre certains nœuds qui sont bien connus. Euh, voilà, donc quand tu reçois une demande entre deux nœuds, tu fais la corrélation en cherchant le moyen le plus court, un peu comme Google Maps, quand tu cherches entre deux adresses postales, comment on va y aller en transport en commun. C'est à peu près le même Il délire, manque, hein. il te manque des éléments, je pense, sur Trampoline. Trampoline, il y en a. Le but, c'est pas qu'il y en ait qu'un seul, c'est qu'il y en ait plusieurs et justement obfusquer le destinataire via un autre trampoline également, quoi. Oui, Mais je pense oui, que ça vaut le coup d'en reparler. non, mais oui, oui, certainement, il me manque certainement des éléments sur trampoline. Mais après, le principe général, c'est d'avoir des. C'est le festival du crash. Bon, en tout cas, tout le monde, ça Bon, fait bah que voilà, le terrier Ouais, du lapin est sans fond, hein. on on va va arrêter clôturer ici, là. ouais. Ouais. C'est impossible à... Enfin, désolé pour ça. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette édition de l'entonnoir du Bitcoin. Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, comme d'habitude. Si vous voulez participer à la prochaine, c'est tous les dimanches à 18h sur Twitter. En Space, il suffit de nous suivre, LunisKMT, de Cool Bitcoin, qui vous voulez. Et ben voilà. Ah, oui, voilà. Non, mais bon, il faut tout le monde se déconnecte, reconnecte, hein, c'est injouable. Voilà, voilà. Bon, et bien, bonne soirée à tous. Yes, Bisous. merci à tout le monde, merci aux 112 courageux qui sont restés. Très intense encore une fois cette semaine. Merci les gars. Merci à tous. Merci beaucoup Bonne d'être passés. Et soirée. puis à la prochaine. Salut. Bisous. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!